Imaginez un instant, se retrouver à la dérive, au beau milieu de l'océan, sans une goutte d'eau, sans rien à manger. Franchement, pour la plupart d'entre nous, ce serait la fin assurée. Et pourtant, un homme, Alain Bombard, a décidé de vivre cette situation, mais volontairement. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'histoire absolument incroyable de ce naufragé volontaire. Une histoire qui, vous allez le voir, est bien plus complexe et controversée qu'on ne le pense. C'est la question centrale. Est-ce qu'on peut vraiment survivre 65 jours en mer sans eau ni provision? Aujourd'hui, ça sonne presque comme le pitch d'un film de science-fiction. Mais en 1952, c'était une question de vie ou de mort. Et la réponse était quasi unanime. Non, c'est tout simplement impossible. Et pourtant, un jeune médecin français va oser tout remettre en question. Son laboratoire, l'océan. Son cobaye, lui-même. Son but, prouver que la mer, cette immense étendue d'eau salée qu'on dit mortelle, peut en fait sauver la vie d'un naufragé. 50 000. Retenez bien ce chiffre. C'est le nombre qui hante Alain Bombard. D'après ses estimations, c'est le nombre de personnes qui meurent chaque année à bord de canots de sauvetage. Attention, pas tuées par le naufrage lui-même, non, mais par l'attente, par l'épuisement et surtout par le désespoir. Que ce chiffre soit parfaitement exact ou un peu dramatisé pour marquer les esprits, peu importe, il devient le véritable moteur de sa quête. Pour bien comprendre son projet, qui paraît complètement fou, il faut d'abord comprendre qui est l'homme. Parce qu'avant d'être un aventurier, Alain Bombard, c'est un scientifique, c'est un médecin. Et sa vocation, elle ne vient pas d'un rêve d'exploration, mais d'une confrontation hyper brutale avec une tragédie en mer. On est en 1951. Il est interne à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer et là, il est confronté à une réalité insoutenable. Il raconte avoir vu arriver les corps de marins pêcheurs. Ils n'étaient pas morts noyés, non, ils étaient morts d'épuisement et de déshydratation sur leur canot de sauvetage. Pour lui, c'est un véritable électrochoc. Comment est-ce possible de survivre à la violence de l'océan, au naufrage, pour finalement mourir comme ça, à quelques kilomètres à peine de la terre ferme? Et c'est là que l'histoire se nuance un peu. Bombard a construit toute sa légende autour du naufrage du chalutier Notre-Dame de Peyragudes, en parlant de 43 victimes. Sauf que, si on regarde les archives officielles, elle raconte une autre histoire, celle d'un autre bateau, le Notre-Dame de Peyragudes, avec un bilan de 10 morts. Mais loin de jeter le discrédit sur sa démarche, cette différence, elle montre surtout qu'il avait compris la puissance d'un bon récit pour frapper les esprits et donner un poids énorme à sa mission. Bon, pour prouver sa théorie, il lui fallait un bateau. Et il va le baptiser l'hérétique. Le nom n'est pas choisi au hasard, évidemment. Un hérétique, c'est celui qui défend une idée contraire aux dogmes établis. Et c'est précisément ce qu'il s'apprête à faire. Devenir lui-même un hérétique, en défiant toute la sagesse et toutes les règles de survie maritime de l'époque. Voilà, ça c'est la clé de toute sa pensée. Pour Bombard, l'ennemi numéro 1, ce n'est ni la faim, ni la soif, non, c'est le désespoir. Il est persuadé que le mental, c'est l'outil de survie le plus puissant et que la panique, la peur tuent bien plus sûrement et bien plus vite que le manque de nourriture ou d'eau. Sa théorie, en gros, elle repose sur deux piliers qui ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. D'abord, le pilier physique. Le corps humain, selon lui, peut trouver tout ce dont il a besoin pour survivre directement dans l'océan. Et ensuite, le pilier psychologique. Pour y arriver, le mental doit absolument vaincre la peur, l'abattement. C'est une vision globale de la survie. Corps et esprit liés. Alors concrètement, comment on survit selon Bombard? C'est la partie la plus controversée de sa méthode. Premièrement, boire de l'eau de mer, mais attention, en toute petite quantité, juste pour ralentir la déshydratation. Deuxièmement, extraire le liquide des poissons en les pressant. Et enfin, pour éviter le scorbut, manger du plancton. Oui, du plancton, qui est, paraît-il, très riche en vitamine C. Un régime qui, pour les marins de l'époque, était juste de la pure folie. L'aventure commence donc à Monaco. Au départ, il n'est pas seul, il est avec un Anglais, Jack Palmer. Mais disons que la première étape est un échec total. Ils rament n'importe comment, ils sont ravitaillés en urgence par un cargo, ils finissent même par être remorqués. Bref, arrivé à Tanger, Palmer, complètement découragé, jette l'éponge. Et là, Bombard se retrouve seul, vraiment seul, face à l'immensité de l'Atlantique. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au cœur de l'épopée. Seul à bord de son hérétique, Bombard quitte les Canaries le 19 octobre 1952. Devant lui, 65 jours. 65 jours d'une solitude absolue et d'une épreuve physique et mentale extrême. Cette frise, elle nous aide à réaliser l'échelle de temps. On parle de fin octobre jusqu'à la veille de Noël. Plus de 2 mois pendant lesquels son seul horizon, c'était la mer. Son seul moteur, le vent. Et sa seule certitude, c'était sa propre théorie. Chaque lever de soleil était une victoire, bien sûr, mais chaque coucher de soleil le rapprochait un peu plus de l'épuisement total. Les premiers jours, c'est le test ultime. Pendant 21 jours,
pas une seule goutte de pluie. Rien. Il dépend donc à 100% de sa méthode, boire un tout petit peu d'eau de mer et le jus des poissons qu'il arrive à pêcher. La déshydratation le guette, la faim le ronge, mais il tient bon. Il s'accroche. Et là arrive sans doute le moment le plus dingue du voyage. Un cargo, l'Araka, le repère. Le capitaine le prend à son bord, lui offre un vrai repas et, surtout, lui apprend qu'il a une erreur de navigation de 600 000. Le salut est là, à portée de main. Il a juste à dire oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il refuse. Il refuse de s'arrêter. Abandonner maintenant, pour lui, c'était admettre son échec. C'était donner raison à tous ceux qui l'avaient traité de fou. Alors, dans un acte de volonté presque surhumain, il retourne sur son bateau et repart en mer. Finalement, le 23 décembre 1952, il arrive. Il touche terre à la Barbade. Mais l'homme qui débarque n'a plus rien à voir avec celui qui était parti. Il a perdu 25 kilos. Il est décharné, anémié. Ses analyses de sang sont une catastrophe. Il est immédiatement hospitalisé. Alors oui, il a survécu, il a prouvé sa théorie. Mais la question c'est, à quel prix? Son corps porte les cicatrices de son exploit. La traversée est finie. On pourrait croire que le plus dur est passé. Mais en fait, pour Bompard, une autre bataille commence. Une bataille cette fois non plus contre l'océan, mais contre le scepticisme de toute la communauté scientifique. 1 an après son arrivée, il publie son récit, Naufragé volontaire, et c'est un best-seller mondial. Il y raconte son aventure avec un vrai talent de conteur, c'est indéniable. Ce livre va forger sa légende pour de bon. Mais, en exposant ses méthodes au grand jour, il ouvre aussi la porte à la critique scientifique, et elle ne va pas se faire attendre. Et son critique le plus féroce, ça va être un autre métier navigateur, un Allemand, Hannes Lindemann. Après avoir lui aussi traversé l'Atlantique en solitaire, Lindemann affirme que les théories de Bompard sont tout simplement dangereuses. Il soutient que boire de l'eau de mer, même un tout petit peu, c'est très mauvais pour le corps, et il va même jusqu'à accuser Bompard, son prof, d'avoir secrètement embarqué de l'eau douce. Tout le débat va donc se concentrer sur cette question de l'eau de mer. D'un côté, on a Bompard qui dit qu'une consommation limitée, avec du jus de poisson, peut prolonger la survie. De l'autre, Lindemann qui dit « interdiction totale ». Le point crucial, c'est que l'Organisation mondiale de la santé va finir par donner raison à Lindemann. Les manuels de survie officiels se baseront sur ses conclusions, jugées plus prudentes. Alors, si sa théorie principale est contestée par la science, qu'est-ce qu'il reste de l'exploit d'Alain Bompard? Quel est son héritage concret, au-delà de la légende et des polémiques? Eh bien, il reste peut-être sa contribution la plus importante, et celle que personne ne conteste. Avec sa traversée, Bompard a prouvé de manière éclatante que les canots pneumatiques, les canots souples, insubmersibles, étaient bien supérieurs aux vieilles chaloupes de sauvetage rigides et lourdes. C'est, comme il le disait lui-même, la victoire du mou contre le dur. Et la preuve ultime de cet impact, c'est que son nom est entré dans la langue de tous les jours. En France, on ne dit pas un radeau de sauvetage pneumatique, c'est trop long, on dit un Bompard. Son nom est devenu l'objet lui-même, l'objet qui a révolutionné la sécurité en mer et qui l'a aidé à rendre obligatoire sur tous les navires. Donc, pour résumer, l'héritage de Bompard, il est triple. Premièrement, un impact psychologique énorme. Il a montré à des générations de marins que survivre, c'était possible. Deuxièmement, un impact matériel concret, l'obligation d'avoir des bombards à bord a sauvé un nombre incalculable de vies. Et enfin, un changement de mentalité, la survie en mer, ce n'est plus juste une question d'équipement, c'est aussi et surtout une question de mental. Alors, au final, qui était vraiment Alain Bompard? Un héros scientifique qui a prouvé une thèse révolutionnaire ou un aventurier un peu fou mais avec une volonté de faire qui a risqué sa vie pour une idée? La réponse, elle est sûrement quelque part entre les deux. Et c'est cette complexité, cette ambiguïté qui rend son histoire si fascinante, même aujourd'hui. Ça nous rappelle que les plus grandes avancées se font souvent à la frontière, un peu floue, entre la science et la folie.